participé à cette journée de la mutualité. On l'a vu, aujourd'hui, les Français se sentent extrêmement concernés par les impacts que l'environnement peut avoir sur leur santé. Vous, avant d'être un maire, vous êtes un citoyen. Comment vous réagissez à cela? Qu'est-ce que ça suscite, cette préoccupation toujours plus forte que l'on peut avoir par rapport aux problématiques de la santé environnementale? Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, on recevait sur le pôle Artem, qui est le regroupement de l'école des mines, donc une belle école d'ingénieurs, de l'Institut commercial et puis de l'École nationale d'art de Nancy, sur un seul campus, on recevait des chercheurs sur ces questions de développement durable qui venaient du monde entier. Et ce que je leur ai dit de donnez-nous peut-être pas un cap, mais des directions. Je pense que tous les citoyens sont conscients maintenant que des changements profonds doivent être faits dans les modes de vie, dans l'organisation des choses. La mondialisation fait qu'ils sont conscients aussi que ça ne peut pas être les mêmes exigences pour la France, les États-Unis ou la Chine ou l'Inde. Et je crois qu'ils attendent qu'on hiérarchise les choses. Il y a tellement de recettes, de bonnes idées, de bonnes pratiques, qu'on ne sait pas finalement ce qui est déterminant et ce qui l'est moins. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au mois d'août, quand on est sur les plages, maintenant, on nous annonce qu'on a consommé l'année entière de ressources produites par la planète, que donc on vit largement au-delà de nos moyens et à crédit sur la nature, mais derrière, savoir qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est pas évident. Et après, quand on est maire, on s'en aperçoit sur le terrain. Alors justement, maintenant je vais parler au maire, donc on voit bien que c'est un problème global, et que... Il y a un problème d'éducation et de savoir. Et un problème d'éducation et de savoir, on en a parlé justement et ça, la mutualité le sait. Tout est éducation et savoir. Et comment on agit localement sur un problème global? Et alors concrètement, à Nancy, qu'est-ce que vous faites? Alors nous, on a essayé de travailler en fait dans tous les services publics. Voilà. On a essayé de transformer les services rendus au public. Je vais en prendre deux exemples. Le plus facile, c'est évidemment les enfants qui ont envie de s'occuper de la planète, qui ont envie de... Enfin, plus les générations sont jeunes, plus je dirais les réflexes sont sains finalement. Ils s'intéressent à leur prochain, ils s'intéressent à la nature. Et on leur a dit, bah voilà, vous allez peut-être avoir des changements dans votre vie dans l'école, mais ce sont de bons changements. Exemple, la cantine. L'exemple typique, c'est ça. On en a parlé. Voilà, on est tous pareils, on préfère quand même la viande, les frites. Voilà. Et donc, on a expliqué aux enfants deux choses très simples. La première, pourquoi on faisait des efforts pour produire régional. 40% aujourd'hui de tout ce qui est acheté, donc servi dans les cantines, ce sont des produits lorrains, locaux. 30 km autour de Nancy. Ça a été compliqué à mettre en place, ça? Oui, c'est compliqué parce que ça impacte sur la saisonnalité. Voilà. C'est-à-dire ça veut dire que vous ne produisez pas la même chose toute l'année, que si vous consommez régional, il y a des produits qu'on ne voit pas tout le temps, il y a même des produits qu'on voit quasiment jamais. Ça veut dire que vous expliquez ce que c'est que le terroir, le territoire et les saisons. Et paradoxalement, la consommation de masse qu'on a connue jusqu'à maintenant nous a écarté ça. On n'aura plus de cerises en hiver. Par exemple, oui. Mais ça a été, il a fallu éduquer. Parce que le premier retour, c'est quand je rentre à la maison, je dis à mes parents, c'est quand même dégueulasse ce que j'ai à la cantine. Bon. Donc il y a un travail éducatif à faire. Même remarque évidemment pour les 10% de bio qu'on a réussi à passer. Et maintenant, on voudrait passer, bien sûr, l'idéal c'est du 100%. Et alors là, faire ce chemin, c'est plus compliqué que les 40 premiers pourcents ou pas? Oui, c'est plus compliqué parce que les 40 premiers pourcents, c'est un sujet éducatif. En gros, il faut faire des animations dans les restaurants scolaires pour que les enfants, de manière ludique, intègrent le sujet. Et puis qu'ils acceptent que finalement, les habitudes de leurs parents, ils ne les reprennent pas intégralement. Ensuite, pour aller au-delà, ça veut dire qu'il faut une transformation du système de production locale. Ouais, c'est de l'économie globale. C'est l'économie locale qui doit s'adapter à des besoins massifs qu'avant l'économie globale résolvait. Et puis deuxième sujet, on a travaillé aussi sur le gaspillage alimentaire et on a réussi avec les enfants à faire en sorte que les cantines de la ville, il y a 3200 enfants qui mangent dans les cantines de la ville, on offre chaque année à peu près autant de repas, c'est-à-dire 3000 repas à des structures caritatives et on livre à la banque alimentaire et par la banque alimentaire à des structures d'urgence sociale, en gros presque 1,5 tonne. Donc vous avez poussé des modes de production à être modifiés d'une certaine façon. Notre premier partenaire, avec notre prestataire de repas, c'est la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à travailler avec la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle pour que l'offre régionale monte en puissance et permette de solvabiliser la demande, de répondre à la demande, finalement on passe à côté. On va rester sur des petits quotas, vous voyez, sur des petites parts. Alors ça permettra de faire de la pédagogie, mais ça ne permettra pas de transformer vraiment les pratiques. Et quelles sont les réactions, notamment des agriculteurs par rapport à cela? Ils sont plutôt pour ou ils se disent non, mais attendez, moi j'ai des commandes fermes
annuelle, de la grande distribution, etc. C'est beaucoup plus simple. Non, enfin, moi, je les trouve honnêtement très bien. Voilà. Je le dis pas. Non, mais je suis c'est maire pas de un Nancy, il n'y a pas jugement de valeur. d'agriculteurs Je à parle Nancy. de Non, mais je veux dire, je les trouve très bien parce qu'ils sont dans une situation de crise, on le sait aujourd'hui. Les revenus agricoles, ce sont des revenus pour un tiers des agriculteurs qui ne sont même pas au niveau des minima sociaux. Ils ont plein de réglementations et pourtant ils ont fait le travail. En fait, on a fait un donnant-donnant. Eux, ils ont accepté d'évoluer dans leur offre de produits et dans leur production. Et nous, on s'est engagé sur des contrats pluriannuels, 3 à 5 ans minimum. Voilà. Ah oui, donc vous leur promettez un rendement régulier. Oui, oui, oui. Enfin, pas nous, le prestataire qui est Sodexo, mais on a demandé effectivement au prestataire de faire cet effort. Et c'est comme ça, avec la Chambre d'agriculture, qu'on a pu faire évoluer les choses. Parce que derrière, ça veut dire pour les agriculteurs de l'investissement matériel, mais aussi immatériel. Parfois, il faut se former. Bien sûr. Voilà, quand vous changez votre type de culture, paradigme. Il y a des choses que vous devez apprendre. Et ça va être fait à horizon de combien de mois ou années de convertir on a bien compris qu'il y a les 40 premiers pourcents, mais pour arriver à 100% de repas bio dans les cantines. Je pense qu'il y a 5 à 10 ans devant nous. Ah oui, quand même. Oui. Parce pourquoi ça prend autant de temps? Enfin, pardon, c'est peut-être pas très long à l'échelle. Parce qu'il faut faire évoluer la production locale et qu'on n'est pas les seuls à changer. Et ça, c'est plutôt rassurant. On n'est pas les seuls à changer, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que cette volonté de consommer des produits de la région, ça ne touche pas seulement les cantines de la ville de Nancy, ça touche l'ensemble de la chaîne de restauration collective. Il y a une pression sociale qui s'exerce. Donc la demande est très forte. Et même les citoyens, dans leurs habitudes de consommation, le marché municipal de Nancy, depuis 3 ou 4 ans, les citoyens demandent plus, beaucoup plus qu'avant, de savoir si ce sont des produits qui viennent de la région. Donc quand on est de l'autre côté, il faut évidemment s'organiser, et pour cela, ça prend du temps. Et pour ça prend du temps. Et puis il faut quand même aussi faire varier un peu les produits, c'est sûr. Oui. Alors, il y a évidemment le sujet de l'alimentation, on en a abondamment parlé. On parle aussi de la pollution de l'air, on a parlé de l'air intérieur, et évidemment de la problématique des transports. Qu'est-ce que Nancy aujourd'hui est en train de faire pour améliorer la qualité de vie des citoyens par rapport à l'air qu'on respire? Alors d'abord, on a mis l'accent sur le verdissement. On présente souvent Nancy comme une cité minérale, ce qui est en partie vrai dans son patrimoine architectural. Donc on a essayé de verdir les choses. Par exemple, en 3 ans, entre 2015 et maintenant, on a augmenté de 10% le nombre d'arbres dans la ville. Donc une politique, on en avait un peu moins de 30 000, on est aujourd'hui à 32 000. Et on continue, on a cet objectif. Les arbres, on sait très bien tout ce que ça peut avoir comme effet positif sur la qualité de l'air, aussi sur la température. C'est un des moyens utilisés par des grandes villes partout dans le monde pour essayer de freiner le réchauffement climatique. Derrière, on fait ça avec du zéro phyto, c'est-à-dire qu'en même temps, on supprime tous les produits chimiques qui pouvaient être utilisés par nos parcs et jardins. Alors ça peut parfois effectivement provoquer des difficultés de compréhension par nos concitoyens. Pourquoi? C'est quoi l'impact? L'impact, il peut être très simple. C'est par exemple qu'on est en train de revoir complètement l'aménagement paysager des cimetières. Parce que chez nous, on est habitué à avoir des cimetières en asphalte et en gravier. Et que le fait qu'il y ait des herbes qui poussent là-dedans, pour une partie des visiteurs, c'était perçu comme une sorte de manque de respect. Et c'est un sujet plus sensible qu'il n'y paraît. Donc on est en train d'arriver avec les parcs et jardins, un aménagement, je dirais, à l'anglo-saxonne, où on essaye d'avoir des cimetières qui sont avant tout des paysages dans lesquels il y aurait quelques monuments funéraires, plutôt qu'un paysage urbain asphalté dans lequel il y aurait de-ci, de-là quelques bouquets de fleurs. Donc ça amène à transformer l'aménagement de l'espace public, mais c'est bien. Ça amène aussi à rappeler les gens, parfois, à quelques règles élémentaires, notamment sur ce qu'on entretient chez soi. Ça ne sert à rien de faire le zéro phyto en ville. Si toutes les personnes qui ont des jardins dans Nancy, eux, ne font pas aussi le zéro phyto. Et alors comment vous faites pour les sensibiliser? On a lancé des manifestations, grande échelle, petite échelle. Grande échelle, par exemple, on a 2 grandes manifestations qui rassemblent plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Au Parc Sainte-Marie, une manifestation qui s'appelle Nature en Fête, qui a lieu au mois de mai. À la rentrée, Pépinière en Vert, où autour de la plantation, de la vente de produits qu'on peut planter chez soi ou utiliser chez soi, on fait des leçons, entre guillemets, sur justement le zéro phyto, le bon entretien. On installe des composts partagés, ça rend un service. En même temps, ça permet de passer des informations. Et on a même lancé une opération qui s'appelle les mardis au cerf, qui est plein. C'est-à-dire que tous les mardis, premier mardi du mois, mais on va le développer encore, on ouvre les serres municipales, puisque les parcs et jardins de la ville sont gérés par des jardiniers municipaux. C'est un service en régie. On ouvre les serres municipales et on propose chaque mardi un thème.
la bouture, couper les arbres fruitiers, enfin voilà. On propose chaque mardi un thème et on a de plus en plus de personnes qui viennent. On a même fait des mardis au cerf où on faisait des leçons de cuisine à partir de produits lorrains qu'on pouvait avoir dans son potager. Mais c'est aussi un moyen de passer le message et d'avoir des réseaux dans la ville qui sont des réseaux agissants. C'est-à-dire ces gens-là, après, on essaye de faire en sorte que dans une MJC, dans un centre social, dans un conseil citoyen de quartier, eh bien, ils parlent de ça et ils nous aident à passer le message. Que ce soit pas seulement un message de l'administration vers les usagers citoyens, mais que ce soit un message entre habitants, entre voisins. Et qu'est-ce qu'il y a comme chose que vous aimeriez faire, mais vous avez des freins? Très honnêtement, la première des choses, ce serait de pouvoir discuter avec l'État d'évolution de la réglementation. C'est-à-dire de pouvoir dire, voilà, on a un projet local et accepter, mais ça je pense que tous ceux qui travaillent aussi dans la santé voient très bien ce que je veux dire. Voilà. On a un projet local, si vous partagez avec nous le bien fondé du projet, acceptez qu'on modifie ensemble les règles. Exemple. Exemple, en matière d'urbanisme, par exemple, vous le savez, on a des contraintes patrimoniales fortes, en tout cas à Nancy, puisqu'on a un grand secteur sauvegardé, beaucoup de monuments historiques. Donc aujourd'hui, 70% de la ville, c'est pas le maire qui donne le permis de construire ou l'autorisation de travaux, c'est l'architecte des bâtiments de France. Et là, on a plutôt un architecte qui est bien d'ailleurs, hein, mais ça n'a pas toujours été avec la même souplesse. Bon, mais alors, pour ceux qui ne sont pas de Nancy, je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont connu des ABF dans la salle, visiblement. Voilà. Ça veut dire quoi exactement? Mais ça veut dire surtout en matière de santé environnementale, en quoi c'est lié à la santé environnementale? Très simplement, vous avez un espace public, vous décidez par exemple de le fleurir et de le verdir. Et vous proposez de retirer beaucoup de pavés, beaucoup de matériaux minéraux. Là, on vous dit stop. On vous dit pas comme ça, voilà le dessin, il faut que ça passe là, la bordure elle est comme ça, la pierre de taille elle vient de là, si vous mettez des massifs, vous les mettez là mais pas plus, il faut garder la perspective, il faut dégager les choses, plantez pas trop large. Voilà. Et donc à un moment donné, c'est un vrai frein parfois à des initiatives de bon sens. Même remarque aussi sur des sujets de mobilité. Oui, c'est ce que j'allais dire. Sur les transports, est-ce que ça a un impact sur les transports? Oui, ça a un impact sur le transport. Alors pas sur le transport en commun, parce que là, quand même, les lois sont là. Mais quand vous voulez favoriser des mobilités douces, ça emporte des contraintes. La voiture électrique, le vélo, ça emporte des contraintes. Même la trottinette, tout ce qui circule maintenant. Pour faire des pistes ou alors des stations? Des stations surtout, voilà. Le vrai sujet, c'est que ces matériels puissent être posés, alors pour les véhicules électriques, les bornes de recharge, évidemment. Et pour l'instant, on généralise ça dans les parkings, parce que dans les parkings, on n'a pas cette contrainte réglementaire. Et deuxième sujet, tous les véhicules doux. Il y a autant de trottinettes quasiment que de vélos dans certaines rues du centre-ville de Nancy, comme dans toutes les grandes villes. Mais les gens veulent les poser quelque part en sécurité. Donc il faut trouver des points sécurisés, il faut les aménager. C'est pas toujours, c'est vrai, parfaitement articulé avec l'esthétique dominante de la rue, mais c'est néanmoins indispensable à la vie quotidienne des gens. Donc pour l'instant, ça freine? Pour l'instant, ça freine, oui. D'accord. Et alors, votre objectif, ça serait... Oui, ça ne coûte pas d'argent à l'État. Permettre qu'il y ait des règles discutées pour un projet de territoire, je pense que ça ne coûte rien à l'État, à part peut-être, c'est vrai, de la part de ses agents, de la bienveillance et une capacité d'adaptation. D'accord, un peu plus de souplesse. Oui. Et alors, votre objectif, ça serait quoi, par exemple, en termes de transport? Ça serait d'avoir que des transports en commun, des transports électriques, de réduire la place de la voiture, comme c'est le cas dans d'autres grandes villes, notamment Paris? Moi, l'objectif dans une ville comme Nancy, c'est surtout que les voitures en ville s'arrêtent vite. On a un dispositif de parking, ils ne sont pas pleins, par exemple. Donc, comment on fait pour en sorte que des gens qui viennent en ville se stationnent tout de suite dans le parking, ils laissent la voiture longtemps. On a baissé les prix des parkings. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Si c'est cher, ils sont moins chers aujourd'hui à Nancy. Ça vous coûte moins cher de mettre votre voiture dans un parking que de le laisser dans la rue. Alors pourquoi les gens ne le font pas? Parce que quand on est chez soi, on se gare devant l'entrée du garage et pas forcément dans le garage. Enfin, je fais court, mais on est tous comme ça. Moi, à Nancy, c'est vrai que j'ai toujours la tentation de me garer dans la rue. Je vais dans des villes voisines, à Strasbourg, je me mets au parking et après je circule autrement. Mais ça, je pense que l'enjeu qui est devant nous, c'est de faire des parkings des vrais centres de service. Je pense que si, j'ai vu ça par exemple dans des villes espagnoles ou italiennes. Dans le parking, on vous lave la voiture, on vous fait des petites réparations. Il y a un système de conciergerie où vous pouvez faire adresser vos courses. Voilà, il y a plein de choses. Et puis c'est une mine d'informations et finalement ça vous facilite la ville. Je crois que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Alors dernière question. Globalement, on voit que vous êtes très concerné par toutes ces préoccupations. Pardon? Excusez-moi. On voit bien que vous êtes extrêmement préoccupé par le sujet de l'environnement.
Si on devait se projeter vers l'avenir, quelle est votre vision et quels sont les défis, d'après vous, pour les 10, 20, 30 prochaines années, à la fois en tant qu'acteur local, mais aussi en tant qu'homme politique à une vision nationale? En matière d'environnement, je pense accepter de consommer moins. Ah oui, Oui, je ne vous aurais pas dit ça il y a... décroissance. Non, pas décroissance, parce que la croissance, c'est la production de richesses, matérielles et Oui, immatérielles. mais enfin, si on consomme moins, ça fait moins de croissance. Non, pas forcément, parce que vous pouvez consommer autre chose et Autrement. autrement. Mais moi, je suis marqué par... J'aurais jamais dit ça il y a 4 ou 5 ans. En fait, c'est depuis que je suis maire. Depuis que je suis maire, je regarde les poubelles, des choses de la vie quotidienne, vous voyez. Gaspillage. Et je m'aperçois qu'on en recrache beaucoup, qu'on en rejette beaucoup. Voilà, des choses qu'on aurait pu ne jamais acheter, des choses qu'on pourrait utiliser plus longtemps, des choses qu'on pourrait accepter de faire recycler. Voilà, je trouve que on est encore dans une société qui consomme au sens acheter, détruire, jeter, beaucoup trop. Et c'est vrai qu'on sait faire des miracles sur le plan technologique. Enfin, moi, je vois ce qui est fait, par exemple, sur le logement. Pour un maire, c'est quelque chose de capital. Pour qu'un logement qui est en E ou en F soit en B, je le vois dans mon parc social en tant que président de l'Office HLM. Honnêtement, les technologies en France, c'est merveilleux. On est un pays qui peut être fier de son inventivité. Mais il n'en demeure pas moins que l'Occident est en tête de la consommation aveugle et abusive de la planète. Donc vous voulez dire qu'on est dans la surconsommation? Il y a un changement de mode de vie à accepter, oui, je pense vraiment. Je ne l'aurais jamais dit avant, mais je crois qu'il y a un changement de mode de vie, un peu plus de sobriété, un peu plus de légèreté, c'est peut-être aussi un peu plus de sens commun, parce que, vous savez, vous pouvez mettre moins d'argent pour acheter de la bouffe, des téléphones, du matériel IFI, et un peu plus d'argent pour aller au théâtre, pour aller au spectacle, pour aller participer à un match de foot ou de basket. Mais qu'est-ce que l'acteur politique il a assez peu de pouvoir là-dessus? Parce que, je veux dire, l'obsolescence programmée des produits, par exemple, c'est quelque chose qu'un acteur politique a plutôt du mal à pouvoir contrôler. C'est le prix. L'acteur politique qui peut intervenir, notamment par le biais de la fiscalité, sur le prix. Bon, c'est cette vieille idée du bonus-malus, du pollueur-payeur, peu importe, mais je pense... Alors c'est vrai que j'espère qu'il n'y a pas de Breton à bonnet rouge dans la salle, mais je pense qu'on n'est pas allé assez loin dans ce sens-là. Voilà. Le Grenelle de l'environnement a timidement ouvert des voies. Regardez, c'est le seul sujet du Grenelle de l'environnement qui n'est pas passé dans les habitudes, dans les mœurs. Les portiques, ça a coûté plusieurs centaines de millions d'euros. Les portiques qui devaient faire payer les poids lourds, ils sont aujourd'hui inactivés. Ça veut dire qu'on a du mal, mais je pense que par la fiscalité, il faut qu'on rééquilibre les prix. Il faut que des services qui font du sens commun entre nous, peut-être on les baisse, et il faut que des choses qu'on surconsomme et qu'on gaspille, peut-être parce que c'est finalement beaucoup moins cher qu'avant, on les augmente. Et à l'inverse, qu'on accompagne des mouvements vers de nouvelles solutions, accompagner par exemple des incitations fiscales pour consommer différemment. Oui, des incitations fiscales ou même des incitations d'usage. Hein. Je vais prendre un exemple à l'échelle d'une mairie. On est en train de travailler sur le sujet des livraisons. Dans toutes les villes, c'est la pagaille. Voilà. Le camion rejette, il vous engaze et puis il vous bouche la rue. Donc on est en train d'identifier des places de livraison qu'on va réserver à des véhicules de livraison électriques. On va les autoriser à circuler dans les couloirs de bus, comme les taxis. Donc la ville va être facile pour eux, plus rapide. Ils auront bien sûr le stationnement gratuit, ils pourront charger. Le seul problème, c'est de réunir les 2-3 grands transporteurs, la Poste en tête, pour que quelque part autour du centre-ville de Nancy, le plus près du centre-ville, ils fassent une plateforme de transfert. C'est-à-dire que les camionneurs arrivent là, ils déposent, et ça passe sur des véhicules adaptés au centre-ville pour aller chez les commerçants. Bon, c'était l'objet de ma réunion de ce matin, c'est pour ça que j'y pense. Mais je veux dire, voilà l'exemple typique où là, c'est de la réglementation, c'est vrai un petit peu d'argent, parce que la collectivité va équiper en borne, elle va réaménager le système de livraison. Ça veut dire augmentation un peu des impôts quand même? Non, on redéploie des dépenses. Dans notre ville, à Nancy ici, on a réussi à baisser, on a fait un plan énergie-climat territorial, comme toutes les grandes collectivités. On a réussi depuis Kyoto, donc on a fait l'indicateur 99-2000, on a réussi à baisser de 47% le rejet carbone des équipements communaux. Et on le fait en faisant des investissements, évidemment, et des travaux lourds. On n'a pas augmenté les impôts. Simplement, il y a des choses qu'on a arrêté de faire ou de financer pour se payer ça. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable de faire ces choix. En tout cas, merci infiniment d'être venu clore cette journée-là. Je vous invite à quitter. Merci beaucoup.